Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde. Donc là, cette vidéo va être sur les affaires secrètes entre l'Ukraine et les États-Unis. Alors je vous en avais déjà parlé indirectement en parlant des États-Unis avec l'affaire BlackRock. BlackRock, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur eux. C'est la plus grande compagnie du monde, la plus grande société privée du monde si vous voulez. Elle est dirigée par Larry Fink. Alors, vous vous souvenez, dans une plus ancienne vidéo, je vous avais dit que Larry Fink avait rencontré Zelensky, il y a de cela des mois, pour discuter de la reconstruction de l'Ukraine. Et BlackRock et l'Ukraine, donc le gouvernement ukrainien, ont bien signé un contrat de reconstruction. Alors évidemment, l'Ukraine n'ayant pas un seul dollar en poche, c'est l'Union européenne qui doit payer BlackRock. Pour l'instant, l'estimation par Ursula von der Leyen serait aux alentours de 900 milliards d'euros qui seraient donnés donc à BlackRock. Alors bon, principalement BlackRock, il n'y aurait pas que BlackRock, mais BlackRock aurait la grosse part, on va dire, peut-être dans les 80%, 90%. Donc BlackRock a déjà signé un contrat de reconstruction avec le gouvernement ukrainien. Donc ça, c'est acté. Mais ce qu'on ne sait pas et qu'on ne vous parle pas, c'est toutes les petites affaires secrètes hors BlackRock, puisque BlackRock, cela a été fort médiatisé, quoi, tout du moins une journée par les médias, puisque c'était un événement malgré tout, même si les médias n'en ont plus parlé, et pour cause, les médias travaillant pour les États-Unis directement, et je dis bien directement, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais je rappelle que les médias occidentaux et presque tous les médias occidentaux, j'entends les grands médias, hein, pas les petits ou les moyens, je parle des grands médias occidentaux, sont contrôlés par la CIA directement. Voilà. Donc même les milliardaires, par exemple en France, qui contrôlent Le Monde, Le Figaro, etc., eux-mêmes doivent faire allégeance à la CIA de toute manière. Alors évidemment, c'est pas des réunions quotidiennes avec la CIA, non. C'est tout simplement si jamais un journal fait un faux pas, il est vite remis vers le bon chemin, dans le droit chemin. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein. Il n'y a pas de réunion voilà, hebdomadaire ou mensuelle. Non, non, c'est quand un journal fait un faux pas, mais le journal, de toute manière, a une ligne éditoriale bien claire quand quelqu'un arrive. Et de toute manière, le journal n'en dévie jamais. Je dis bien jamais. Ou exceptionnellement, aux États-Unis, par exemple, typiquement le New York Times et le Washington Post, eux ont le droit de dévier de temps en temps, parce que ce sont d'énormes médias américains qui ont une réputation internationale très prestigieuse. Donc eux ont le droit de temps en temps, alors, de manière très cadrée, hein, de balancer quelques petites piques envers le gouvernement américain. Mais c'est très cadré, voilà, c'est très très surveillé tout ça, quand ça arrive. Voilà, donc ça c'est, je faisais une petite digression sur les journaux occidentaux, les grands médias occidentaux, afin que vous sachiez comment ça se passe. Alors moi je l'ai appris il y a de cela peut-être une quinzaine d'années par hasard,
grâce à Frédéric Tadei, qui était un grand présentateur français donc sur les chaînes françaises, qui a été vraiment un personnage important dans les médias français, mais au-delà de 22 heures, c'est-à-dire pour les médias du soir. Et Frédéric Tadei était un journaliste français très très connu. Alors maintenant, il a été viré des médias en France. Maintenant, Frédéric Tadei travaille pour RT. Et oui, il travaille pour RT, c'est-à-dire Russia Today, parce que en France, il n'avait plus une liberté de parole. Alors, il a été écarté parce qu'il invitait des gens comme Dieudonné ou Alain Soral ou encore Michel Collomb, surtout Michel Collomb d'ailleurs. Voilà, donc il a été viré entre guillemets des médias français, donc il travaille pour Russia Today. Donc là, je fais une longue digression, excusez-moi pour cela, mais c'est pour vous expliquer quand même comment marchent les médias occidentaux. C'est très important à rappeler pour ceux qui me suivent depuis des années. Vous savez déjà tout ça. Bref, donc revenons à nos moutons, l'Ukraine et les États-Unis. Donc l'Ukraine et les États-Unis ont des marchés secrets concernant le gaz et le pétrole. Donc là, ça concerne la plus grande compagnie ukrainienne qui est Naftogaz. Alors Naftogaz, c'est la plus grande compagnie en Ukraine qui gère le gaz, mais le pétrole aussi ukrainien. Et donc il y a eu donc des affaires secrètes entre Naftogaz et des compagnies pétrolières américaines. Alors c'est très important puisque vous allez me dire mais pourquoi? Tout simplement parce que comme il y a des projets énormes avec l'Ukraine et ces grandes compagnies pétrolières américaines et que ça fait déjà des années que tout a été prévu, eh bien malheureusement ces gens-là, ces grands pétroliers américains, Naftogaz, l'Ukraine, BlackRock, etc., eh bien, eux poussent absolument à la guerre parce que pour eux, il faut absolument que l'Ukraine gagne la guerre. Parce que si l'Ukraine perd la guerre, tous ces contrats futurs, toute cette profitabilité énorme vis-à-vis de BlackRock et des compagnies pétrolières américaines, leur plan qui a été prévu de longue date tombe à l'eau. Et oui. Et je vais vous mettre une petite séquence vidéo d'une grande directrice de Citibank. Citibank, en 2007, c'était la plus grande banque américaine, hein. Donc pour vous donner le ton déjà. Je vais vous mettre cette petite séquence vidéo qui est malheureusement en anglais, bien sûr, mais que dit-elle? Alors je vous le dis hein, par avance et ensuite je vais vous montrer la vidéo. A dit le problème en Ukraine, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui veulent investir sur le long terme en Ukraine, et pour nous, c'est un très très gros problème. Donc comme nous, on veut vraiment investir en Ukraine, c'est très important, il faut absolument que l'Ukraine gagne cette guerre. Et elle répète que c'est très important. Vous voyez, c'est une grande directrice de Citibank, une énorme banque américaine, une des plus grandes banques américaines. Donc je vous laisse voir cette vidéo pour que vous ayez quand même la preuve visuelle. Certainly going to address many of the issues we've been talking about for years that might have kept people from putting long-term capital into Ukraine. So I think that you said at the very beginning, Secretary, that we have to win this war. We have to get this resolved. Donc là, vous venez voir une grande directrice de la Citibank qui essayait de persuader le parterre de gens très importants qui étaient devant elle suite à cette conférence économique internationale afin de les persuader qu'ils fassent tout pour que l'Ukraine gagne la guerre. Parce que si l'Ukraine gagne la guerre, de grands investissements juteux seront donc possibles en Ukraine.
Mais bon, maintenant on va passer à autre chose. Je vais vous montrer le site Reuters de ce qui se passe en réalité concernant ces petites affaires secrètes. Alors bon, le monde économique est transparent apparemment. Je vais vous montrer ça. Voici un article de Reuters qui date du 22 avril et qui est très très révélateur. Comme quoi le monde économique, comme je l'ai déjà dit, est transparent, hein. L'argent n'a pas d'odeur. Que lit-on en titre? Naftogaz a eu des entretiens avec des compagnies pétrolières américaines sur des projets énergétiques en Ukraine, rapporte le Financial Times. Là, Naftogaz, vous voyez que le sigle du gouvernement ukrainien, parce que c'est une compagnie 100% nationalisée, totalement contrôlée par le gouvernement ukrainien. C'est une compagnie énorme, c'est la plus grande d'Ukraine, qui gère tout le gaz et tout le pétrole d'Ukraine. Donc fallait le rappeler. Et que lit-on? La société gazière publique ukrainienne Naftogaz a eu des entretiens avec ExxonMobil, Halliburton, Chevron, au sujet de projets en Ukraine alors que le pays cherche à attirer des investissements étrangers dans son secteur de l'énergie, a rapporté vendredi le Financial Times. Vous voyez ExxonMobil, Halliburton, Chevron, d'énormes compagnies pétrolières. Et d'ailleurs, pas que, hein, maintenant, ils ne s'occupent pas que du pétrole, en particulier Halliburton. Halliburton, je tiens à vous le rappeler, c'était celui qui a participé le plus à la reconstruction en Irak. En Irak, c'était Halliburton qui a amassé un maximum d'argent, au détriment des Allemands et des Français, puisque à la dernière ligne droite, quand tout était fini, que la guerre était finie, que les contrats de reconstruction allaient démarrer, alors que la France, l'Allemagne et les États-Unis s'étaient mis d'accord bien avant la guerre en Irak sur les contrats de reconstruction de l'Irak, je répète, avant la guerre en Irak, hein, la France, l'Allemagne et les États-Unis s'étaient mis d'accord, un petit peu les Anglais aussi. Eh bien, à la dernière minute, les États-Unis ont dit bah non, nous on a nos militaires sur place et on vous interdit les contrats de reconstruction. Voilà. Donc l'Allemagne et la France ont eu le bec dans l'eau suite à ce coup de traître des États-Unis. Donc, mais bon, encore une fois, hein, quand on est allié des États-Unis, c'est comme si on était leurs ennemis, hein. C'est quasiment la même chose, hein. Mais bon, les pays européens étant vassaux des États-Unis n'ont pas leur mot à dire. Mais vous voyez ce coup de traîtrise, c'est typique des États-Unis. Donc je vous dis pas, pour la guerre en Irak, la France, l'Allemagne, un petit peu l'Angleterre ont perdu des dizaines de milliards de dollars. Et c'est les États-Unis qui ont tout empoché. Bref, revenons à ce paragraphe. Donc vous voyez que là, c'est Reuters qui le dit, mais qui a été repris par le Financial Times, que l'Ukraine, en pleine guerre, voilà, fait déjà des contrats de reconstruction avec ExxonMobil, Halliburton, Chevron, et puis on l'a appris BlackRock, principalement. Ça, c'est que pour le secteur de l'énergie, attention. BlackRock, c'est reconstruction générale. Ponts, routes, infrastructures, etc. Là, on parle que du secteur de l'énergie. Oleksiy Chernyshov, directeur général de Naftogaz, a déclaré au Financial Times qu'il avait tenu des réunions à Washington avec Halliburton et ExxonMobil ces derniers jours. Nous comprenons, citation, nous comprenons qu'il est assez difficile pour les entreprises privées d'intervenir pendant la guerre, a-t-il déclaré au journal, ajoutant qu'elles travaillaient sur des mécanismes d'assurance pour protéger leur capital. Les pourparlers avec Exxon et Chevron sont à un stade précoce et prendraient plus de temps pour donner des résultats, a déclaré Financial Times. Bah oui, tu m'étonnes, avec la guerre en Ukraine qui n'est pas finie, c'est normal. Naftogaz espère signer un contrat avec Halliburton qui contribuerait à augmenter la production à un objectif de 13,5 milliards de mètres cubes cette année,
soit un bond d'environ 1 milliard de mètres cubes par rapport au niveau 2022. 2022, pourtant en guerre, hein. Naftogaz, Chevron, Exxon et Halliburton n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. Les pourparlers font partie des efforts de l'Ukraine pour augmenter la production de gaz naturel. L'Ukraine possède d'importantes réserves de gaz naturel, mais la consommation dépasse de loin la production et le pays est obligé d'importer du gaz. Et il l'importe de Russie, pour information. Plus tôt cette semaine, Naftogaz a annoncé qu'il avait commencé à pomper du gaz dans des installations de stockage souterraines pour l'hiver prochain. L'Ukraine, qui était l'un des principaux acheteurs de gaz russe, n'importe plus de gaz directement de Russie depuis 2015, mais l'achète à l'Union européenne. Alors là, je suis pas très d'accord. Là, il y a toujours du gaz qui passe de Russie via l'Ukraine. Et d'ailleurs, de mémoire, l'Ukraine prend 1,7 milliard de dollars par an pour les droits de passage. Bon, alors à moins que c'est changé dernièrement, je ne suis pas ça exactement, mais moi, il y a quelques mois, ça passait encore. Peut-être que ça a été arrêté, mais là, ils disent n'importe plus de gaz directement de Russie depuis 2015. Bon, peut-être. Le mois dernier, Tchernyshov a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter sa production de gaz naturel de plus de 5% en 2023 à 19 milliards de mètres cubes malgré l'invasion russe. Vous voyez? Malgré l'invasion russe. Donc, même s'il y a la guerre, les contrats juteux continuent. Ils essayent tout du moins. Donc, c'est quand même très révélateur. Bon, maintenant, on va passer à ma conclusion. Voilà, avec cette vidéo, vous avez compris pourquoi les États-Unis voulaient gagner absolument cette guerre et pourquoi ils surenchérissent en permanence. Alors, certes, dans mes précédentes vidéos, on ne parlait que de l'importance territoriale de l'Ukraine, de son importance au niveau géostratégique, géopolitique, qu'il était important pour les États-Unis d'avoir une base américaine ou une base de l'OTAN, voire plusieurs même, en Ukraine. C'était très important pour eux. Mais il y a ce second aspect, qui était l'aspect économique. C'est pour ça que depuis maintes années, les grands groupes pétroliers américains, entre autres, il n'y a pas que les pétroliers américains, mais comme cette vidéo c'est sur les pétroliers américains, on va parler que d'eux. Donc il y a les pétroliers américains qui ont des vues sur l'Ukraine pour de futurs profits juteux après la reconstruction de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a des richesses quand même, des ressources. Et donc, les Américains veulent en profiter, veulent des contrats, exactement comme ils l'ont fait avec succès d'ailleurs en Irak. Ils veulent réitérer ce coup de maître. En Irak, ce fut un coup de maître pour les Américains, qui ont empoché tous les contrats. Ils ont gagné des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Donc là, ils veulent réitérer la même chose avec l'Ukraine, et là, avec le concours de l'Union européenne, bien évidemment esclave servile des États-Unis, mais aussi de Zelensky. Parce que lui, évidemment il va toucher un bon bakchich pour cela, bien sûr. Zelensky, soldat fidèle des États-Unis, a déjà signé un contrat avec BlackRock. Maintenant, il ne manque plus qu'avec ces compagnies pétrolières. Donc vous comprenez maintenant pourquoi les États-Unis voulaient absolument gagner cette guerre et renchérissaient. Alors pourquoi je parle à l'imparfait? Eh bien, c'est parce que là, maintenant, bien évidemment, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas gagner cette guerre. Tout du moins, pas à la loyale. Donc, ils essayent autrement. Donc, mais c'est très difficile parce qu'ils ont vu que l'Union européenne était divisée sur la question, même aux États-Unis, au sein du gouvernement, au sein du Parlement américain, au sein du Sénat américain, et même du Congrès américain, ils sont divisés. Donc c'est de plus en plus difficile pour les États-Unis. Mais les États-Unis, quand même,
Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Maintenant, ils le savent. Mais il y a quelques mois, ils avaient encore quelques rêves bien vivaces. Mais suite aux offensives catastrophiques dernièrement de l'Ukraine, bah, les rêves se sont envolés, c'est fini. Donc ils voulaient absolument gagner cette guerre bah, pour les contrats juteux, pour le placement géostratégique important de l'Ukraine, mais tout ça s'effondre devant leurs yeux. Alors vous avez compris maintenant pourquoi les États-Unis voulaient absolument gagner cette guerre, d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue économique, mais maintenant c'est fini pour eux, c'est fini. Et en fait, les offensives ukrainiennes sont tellement catastrophiques et l'aide à l'Ukraine est tellement petite maintenant, j'ai envie de vous dire, par rapport à il y a 6 ou 7 mois, que bon, bah, l'Ukraine, c'est fini. Puisque de toute manière, les États-Unis n'ont plus d'obus, n'ont plus de missiles, etc. Ils en sont à donner des bombes à sous-munitions ou des obus à sous-munitions à l'Ukraine. Ils en sont arrivés là. Il racle les fonds de tiroir. Ils n'ont plus rien, les États-Unis. Alors comment vont-ils réagir maintenant? Bah, je ne le sais pas. Ils ont essayé de renchérir, en vain pour l'instant. Vont-ils aller plus loin? Vont-ils très vite se calmer? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura une victoire russe d'ici la fin de l'été? On ne peut pas savoir. Tout est possible. On ne sait pas comment ça va se finir. Mais en tous les cas, il est possible que les États-Unis fassent quelque chose de terrible ou que les Ukrainiens fassent quelque chose de terrible du fait de leur frustration et de leur impuissance. Donc on ne sait pas comment ils vont réagir, bien, mal, entre les deux, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous verrons bien. Bref, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Ça me permet de publier régulièrement, c'est très important pour moi. Et bien sûr, merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde. Et toujours, bien sûr, soyez curieux.